Coucou les arcanes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va faire ensemble mon book haul du mois d'avril, c'est-à-dire qu'on va balayer toutes les arrivées livresques de ma bibliothèque et accessoirement qui ont fait agrandir ma palle plus encore. En toute honnêteté, je n'ai absolument pas compté combien de livres sont rentrés dans ma bibliothèque au cours du mois d'avril, mais en tout cas ça fait une bonne pile quand je les mets à côté de moi. Je vous invite à me mettre en commentaire combien de livres sont arrivés dans votre pile à lire du coup pour ce mois-ci. Je serais très curieuse de savoir s'il y en a plus que moi, à mon avis. Non. Je profite aussi de cette petite vidéo pour vous préciser que vous avez un nouveau bouton qui est disponible sur ma chaîne, donc si vous le souhaitez me soutenir, vous pouvez aussi rejoindre la communauté en tant que membre, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un abonnement mensuel, ça vous donnera accès aux vidéos en avance, ça vous permet juste de me soutenir un petit peu financièrement si vous aimez bien mon contenu, mais bien sûr il n'y a aucune obligation et pour ceux qui n'y souscrivent pas, il n'y a absolument rien qui change vraiment, ça vous donne simplement accès aux vidéos 24 heures à l'avance et vous aurez un petit badge et des nouveaux emojis que vous pouvez utiliser. La question s'est posée de savoir si je faisais un Patreon parce que j'ai quelques idées de contenu supplémentaire à vous proposer, mais pour l'instant rien n'est encore défini dans ma tête. Je sais pas si Patreon est une très bonne plateforme finalement en termes de déjà rémunération des créateurs, mais aussi ça nous fait sortir de YouTube, ça nous fait sortir d'Instagram, en fait ça fait un réseau social en plus. Est-ce que c'est encore utile de migrer sur une autre plateforme? Je sais pas trop. Pour ce que j'ai à vous proposer, je ne sais pas si c'est trop utile. Dites-moi en commentaire si vous soutenez déjà des créateurs sur Patreon, comment vous le vivez, votre expérience, si vous préférez peut-être que tout soit regroupé sur YouTube, je sais pas, voilà, je suis vraiment en train de réfléchir. Trêve de blablatage du coup, on va passer maintenant au vif du sujet et on va faire ensemble mon book haul et on commence par les graphiques. Le premier manga que je prends, il s'agit de Days Game que j'ai reçu de la part des éditions Vega. On est sur un survival un petit peu gore, horreur, voilà. J'aimerais bien me risquer à vous prononcer le nom du dessinateur et du scénariste, mais je pense que je vais cafouiller. Donc on va s'en tenir là pour le moment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé personnellement cette petite lecture, je vous en ai déjà parlé dans mon update. Donc je vous invite à le regarder pour avoir plus de détails là-dessus. Tout ce que je peux vous dire au niveau du scénario, c'est qu'on va être avec un groupe de prisonniers qui vont faire partie d'une expérience un petit peu psychologique, un petit peu bizarre. En soi, le directeur de prison va créer un test pour tous ces prisonniers qui vont se regrouper dans une maison un petit peu insalubre. Ils vont devoir vivre pendant 6 mois, il me semble, ensemble, mais ils ont une mission, avoir un merci par jour de quelqu'un, donc créer une bonne action. Et s'ils n'arrivent pas à faire cette bonne action au bout de 24 heures, ou alors si accessoirement ils commencent à faire un petit peu tout un tas de conneries, il y a une roulette russe qui s'enclenche et en fait c'est tout le groupe qui mange, c'est-à-dire qu'il va avoir un mec désigné dans le lot des prisonniers et qui va mourir. Je vous invite à regarder mon update lecture que j'ai sorti récemment pour avoir un avis un peu plus approfondi du coup, mais pour l'instant un tome 1 qui est très prometteur. Moi j'ai beaucoup aimé, par contre c'est pas à mettre entre toutes les mains, on est d'accord, il y a quand même pas mal de choses sanglantes et beaucoup de violence. Deuxième graphique aussi que vous allez retrouver dans mon update lecture parce que je l'ai déjà lu, il s'agit du Roi des Bugs, un webcomic de Tony qui m'a été envoyé par K-Factory. Ici on est avec des vibes un petit peu de solo leveling que j'aime énormément en tant que webcomic. D'ailleurs il y a un petit jeu vidéo qui est sorti sur mobile et j'ai bien hâte de le tester. Et dans celui-ci on va suivre un développeur de jeux vidéo qui est embauché dans une grande société pour corriger tous les bugs de développeurs, justement pour essayer de rendre le jeu fonctionnel avant sa sortie qui est annoncée pour très prochainement. Il a une énorme pression de la part de son patron qui le considère un petit peu comme un moins que rien aussi. On va dire que c'est pas un personnage très sympathique. Et pour corriger les milliers de bugs en ce temps record, il décide d'en faire des glitches, donc un petit peu des easter eggs. Alors je ne suis pas une grande connaisseuse de ces termes, donc excusez-moi si je me trompe, mais en gros il va transformer ces petits bugs en sorte de clin d'œil de la part des développeurs dans les jeux vidéo pour que ça soit un petit peu des trucs humoristiques on va dire. Sauf qu'il y en a beaucoup quand même tout le long du jeu vidéo. Et le jour de sa sortie, il me semble, c'est l'apocalypse sur Terre et tous les employés de la société sont transportés justement au cœur même du jeu vidéo et on va suivre le personnage qui est le développeur qui réparait les bugs et qui va évoluer grâce justement à ces glitches. Forcément on se retrouve avec des mécanismes de jeu vidéo super sympas à la solo leveling. Perso j'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc très hâte d'avoir la suite. On continue avec les webcomics que j'aime énormément et j'ai reçu le tome 4 de Comment Reliana a survécu au manoir Wind Knight qui m'a été envoyé par les éditions Cotoon. J'aime énormément encore une fois ce webcomic, je l'ai dévoré il y a pas longtemps justement. On est avec une romance toute douce où on va suivre Reliana qui est en réalité une fille lambda comme nous qui a dévoré un roman et qui le lendemain en s'est réveillée au cœur même du roman. Elle s'est réincarnée non pas en personnage principal mais en tant que la meilleure amie du personnage principal qui est destinée à mourir dès les premiers chapitres. Forcément vous comprenez bien qu'elle n'a pas envie de crever la demoiselle donc elle va faire tout ce qu'elle peut pour survivre, y compris le fait de s'allier avec le duc Wind Knight. Sauf qu'en faisant ça elle bouleverse un petit peu toute la ligne directrice du roman, tout le fil conducteur et puis rien ne se passe comme prévu. Voilà, je vous résume un petit peu le tome 1 mais on va un petit peu plus loin, surtout que Reliana va essayer de remettre à plat l'intrigue le principal malgré tout ce qu'elle a fait et faire revenir l'héroïne au sein même de la ville parce qu'elle revient à cause du décès de sa meilleure amie justement, sauf que là comme elle est jamais décédée,
elle est jamais venue. J'aime énormément ce webcomic, ça se lit tout seul, donc je peux que vous le recommander si vous aimez bien les romances, surtout le côté un petit peu isekai comme ça, où on se retrouve réincarné dans un autre univers, je trouve ça absolument fabuleux. Vous connaissez peut-être la librairie Le Renard Doré, et bien sachez qu'ils ont fait une collection de mangas et ils m'ont proposé de recevoir une petite box avec leur dernière parution, ou leur première parution d'ailleurs. Il s'agit de ces 3 petits mangas là, et tout d'abord nous avons Ma Mamie Adorée, qui est une relation intergénérationnelle entre une petite fille et sa mamie, quelque chose qui à mon avis est tout doux, à savoir que tous les mangas de cette collection sont à destination des jeunes, en fait d'un jeune public, c'est vraiment de la jeunesse, et il y a toujours un fil assez onirique, assez poétique aussi dans le lot, quelque chose de très doux, très cocooning en tout cas comme lecture. J'ai pas encore pris le temps de les découvrir mais ça ne saurait tarder, donc voici le premier. J'ai reçu aussi La Forêt Magique de Oshigara, donc le premier tome, qui est, la couverture est magnifique, hein. C'est des dessins, on dirait aquarelle un peu team, mais je suis absolument fan. Si certains d'entre vous font des dessins d'aquarelle comme ça, franchement chapeau à vous, vous êtes tellement talentueux et je vous admire. Donc ici on est dans une forêt mystérieuse où un petit garçon va se perdre je crois, il va faire la rencontre de Soichi qui habite justement au cœur même de cette forêt remplie d'esprits etc. Donc il va parcourir avec elle ou avec lui, je sais plus, toute la forêt justement magique. Et enfin le dernier, il s'agit du voyage d'Ourselune, donc aussi là je sais pas si c'est un premier tome pour le coup, en tout cas on va y suivre un petit ours solitaire qui va partir en voyage et rencontrer une corneille et ensemble ils vont parcourir un petit bout de chemin. Encore une fois je trouve que c'est un truc trop mignon, on va être sur vraiment une histoire pour les enfants et qui est très poétique, très douce je trouve. Je ressens en fait en tout cas de ces mangas quelque chose de très doux et j'ai très hâte que ça me fasse un petit moment feel good, un petit moment cosy. Également à l'occasion de la sortie du 2e tome de ce webcomic, j'ai reçu les 2 tomes de la part de la maison d'édition, donc les éditions Kotun m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2 des secrets de Wilson, donc là c'est le tome 1, ici le tome 2 qui est paru tout récemment. Et on va y suivre une jeune petite fille qui n'a jamais été proche je crois de son grand-père qui est un riche promoteur immobilier et un jour il décède malheureusement, triste nouvelle. En tout cas, il a décidé de léguer son héritage à la petite et pour avoir son héritage, elle va devoir percer les énigmes du manoir, donc toute une enquête, tout plein de mystères. J'ai l'impression qu'on est dans des vibes un petit peu de manoir lugubre, au cœur peut-être de l'automne. Voilà, ça me fait vraiment penser à une ambiance pour Halloween. J'aurais beaucoup aimé le lire à ce moment-là, mais rien ne m'empêchera, je pense, de refaire une petite session de lecture avec les 2 tomes et peut-être le 3e s'il est sorti à ce moment-là. En tout cas, ça me fait très envie. Pour le coup, ils ont fait pas mal de collaborations rémunérées pour la sortie du tome 1 avec par exemple celle qui fait le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai perdu son nom, Guy Mosterier, et je l'ai vu aussi avec La Bouquinade il me semble, bref, et je trouvais qu'au niveau des thrillers qu'ils ont fait, des réels, c'était super engageant, on était vraiment plongé dans l'ambiance, j'ai beaucoup apprécié, donc écoutez, moi je suis très curieuse de les découvrir. Et enfin grâce à une opération privilégiée masse critique Babelio, j'ai pu recevoir en fait les Twisty Tales adaptés en roman graphique. Donc à la base c'était pour recevoir celui de Peter Pan, donc Les Ombres du Pays Imaginaire, le Twisty Tale donc en roman graphique, et si Wendy s'était rendue au Pays Imaginaire avec le Capitaine Crochet, et en même temps je recevais du coup celui sur La Petite Sirène, donc Secret de l'Océan, et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Je vous avoue que je suis un petit peu plus hypée par celui-là du coup parce que j'aime beaucoup le personnage de Ursula, donc on va voir ce que ça donne. Personnellement je n'ai jamais lu les Twisty Tales, j'avais celui de La Belle et la Bête mais d'après le retour qu'on m'en avait fait, il n'était pas super bien noté et je me suis dit bon, je m'en suis débarrassée avant même de l'avoir lu, je sais, ne me jetez pas la pierre, je me la jette suffisamment. Donc j'ai très hâte de découvrir ces 2 romans graphiques qui sont des adaptations du coup tout simplement des romans des Twisty Tales. J'ai très hâte franchement. Au niveau des dessins, voilà, ça se présente un petit peu comme ça, je vous montre rapidement pour le coup, et c'est très aéré. Bref, j'ai très hâte de le découvrir, surtout que je ne sais pas du tout ce qui va en déroulé de ces romans graphiques on va dire, surtout que depuis que je me suis séparée en fait du Twisty Tale sur La Belle et la Bête, je me suis pas trop intéressée en fait aux avis sur les autres, donc je sais pas si déjà au niveau des romans ils sont bien notés, en tout cas je vous en reparle bien. C'en est terminé pour tout ce qui est graphique, je sais très bien que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, donc j'essaie de passer assez rapidement dessus. Maintenant on va s'attaquer aux romans et il y en a quand même pas mal. Le premier que je prends, si vous vous souvenez de ma vidéo update lecture à ce sujet, je vous ai dit que le premier tome était franchement pas terrible, mais que je ne sais pas pourquoi j'ai complètement accroché avec le livre en lui-même. Je sais pas, c'était mon petit plaisir coupable, ok, mon petit péché mignon, voilà. Il y a un livre comme ça, on sait très bien qu'il est nul, qu'il est vraiment pas ouf, cliché à souhait, qui se passe
franchement pas des choses très intéressantes, parce que c'est même des fois un petit nanar, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Un petit nanar qu'on sait apprécier la médiocrité. C'est pas très gentil aussi pour la maison d'édition qui me l'a envoyé, mais sachez quand même que je vous fais de la pub, donc voilà, et j'ai très hâte de le découvrir. Il s'agit du coup du tome 2 de La Rage des Faillés d'Alyssa Sorn. Donc c'est ici le cœur du prince de l'hiver, puisque nous allons suivre 3 frères Faillés, un à chaque tome. Mon préféré pour l'instant semble être le 3e, donc l'aîné, et qui est aussi accessoirement le 3e tome, donc il va falloir attendre encore un petit peu. En tout cas, il me semble que le 3e tome va sortir aussi cette année, donc cette saga, ou plutôt cette trilogie, sera complète d'ici fin 2025. Et donc pour vous résumer, le premier tome, on va être finalement avec les Faillés qui vont venir envahir l'Angleterre, puisque c'est une guerre, voilà, un conflit qui est avec nos ancêtres depuis des générations. En fait, ce conflit est très ancien. Ils sont venus se venger en essayant de récupérer un petit peu des terres qu'on leur a volées au sein de notre monde à nous. Et chaque fois, on va avoir une romance. Donc on est sur une romantécie avec des Faillés. Et là, on va suivre l'un des frères qui a un pouvoir justement de glace. J'aime beaucoup ce genre de pouvoir justement, donc très hâte de découvrir. Je passe maintenant avec le tout dernier roman de Arielle Holz, puisque j'ai reçu en format relié magnifique, magie et sentiments, Les Secrets de Longdown. Donc c'est de Arielle Holz et publié aux éditions Slalom dans une magnifique édition reliée qui est déjà disponible puisqu'il est déjà sorti. Alors pour vous dire, la couverture, j'ai trouvé ça assez perturbant, voilà, donc très beau objet livre, mais la couverture c'est assez perturbant parce que c'est un petit peu comme du tissu, voilà, ça fait effet tissu, jean, voilà, tout à fait, c'est ça, effet jean. Et c'est très perturbant en fait, j'ai l'impression de toucher un vêtement. Quoi qu'il en soit, ici nous sommes sur de la romantécie young adulte je pense, avec un mariage arrangé et des secrets. Donc un mariage arrangé entre la Terre et la Lune. Ce mariage arrangé, c'est justement pour apaiser les conflits qu'il y a entre ces deux peuples, et on va suivre du coup ce mariage arrangé, et aussi il me semble le frère et la sœur de chacun des partis qui vont eux aussi peut-être essayer de faire voilà, ensemble, des petits bisous, je ne sais pas en tout cas, mais on est sur une romantésie et j'aime beaucoup la plume de Arielle Holz. J'ai adoré Les Royaumes Immobiles et j'ai pu lire aussi Runborn qui est sur de la mythologie nordique, une dark fantasy, young adulte, ok, mais franchement hyper bien faite, et du coup j'ai hâte de le découvrir dans ce nouveau genre littéraire, parce qu'on peut pas dire que Les Royaumes Immobiles c'était de la romantésie, loin de là, je pense. En tout cas ici c'est vraiment marqué comme romantésie, donc j'ai très hâte de le découvrir dans ce nouveau genre littéraire et j'espère que je vais accrocher. On poursuit maintenant avec un préquel que j'ai reçu de la part de Caster et qui est le préquel d'un roman pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière. Il s'agit de La Première Rose de Bloomstone de Marie Orchard. Je vous l'ai déjà présenté dans ma pile à lire du Flowers Books Challenge pour un livre de la couleur rose et pour un amour sincère et pur, je pense que ça doit le faire. Je vous recommande vivement d'avoir lu d'abord Sous les étoiles de Bloomstone Manor pour vous mettre dans cette lecture là, puisqu'on va suivre un des personnages principaux bien des années avant justement les événements de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, et cet homme là on va le suivre dans ses années de jeunesse, on va comprendre comment il est devenu le personnage qu'on connaît justement dans le précédent tome. Tout ce que je pourrais vous dire sur ce roman, c'est qu'on est avec de la représentation, que c'est tout simplement de l'historique contemporain, voilà, de la romance, il n'y a pas de fantasy là-dedans, c'est ça que je voulais dire. Alors oui, ça peut surprendre quand on connaît mes goûts littéraires, en mode mais pourquoi Aurélie tu lis de la romance contemporaine? Et bah écoutez, j'ai eu un gros coup de cœur pour Sous les étoiles de Bloomstone Manor. J'ai trouvé qu'il était merveilleusement bien fait, qui prenait des valeurs à appliquer au quotidien, des valeurs très riches de sens, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Agathe qu'on suit justement dans ce tome-ci, tout ce qu'elle fait pour se battre justement pour ses convictions, pour ce qu'elle veut faire, alors que tout la société, ses parents et tout ça, tout son entourage, à l'exception de cet homme-là du coup, qui la pousse justement à obtenir ce qu'elle veut et aller au bout de ses projets, au bout de ses rêves, de ne rien laisser au hasard au final et de ne rien lâcher justement. Et ici on va le suivre le parcours de cet homme du coup assez particulier, donc avec de la représentation, et j'ai très hâte de le découvrir aussi. Je pense que ça va être un petit bonbon ce livre et j'ai hâte. Encore une fois. Je vous en parle régulièrement, donc vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Et en fait, j'étais invitée un jour par les éditions de Noël à assister à une rencontre événement à Paris pour rencontrer l'autrice justement de Porcelaine sous les ruines, puisqu'elle a été publiée chez eux sous un autre nom. Malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre, donc c'est très triste, mais ils ont accepté de m'envoyer du coup son roman. Il s'agit de Du thé pour des fantômes de Chris Vukcevic. Bon, alors vous allez me demander sûrement pourquoi ce changement de pseudo, vu que Porcelaine sous les ruines c'est Ada Vivalda, et ici c'est un autre pseudo, parce que les deux romans sont complètement différents, autant dans sa narration que dans les thèmes qui sont abordés. On va retrouver l'aspect autour du thé, mais ça va être quand même assez différent, et elle voulait pas forcément être associée pour que les gens ne cherchent pas finalement à retrouver la même chose de l'un chez l'autre, parce que vraiment faut pas s'y attendre. Donc je vais essayer de partir sans cette idée là en tête, sans essayer de retrouver ce qui m'a plu finalement chez Porcelaine sous les ruines, mais j'ai très hâte de découvrir
découvrir ce roman aussi. Ici on sera avec deux sœurs, l'une qui est sorcière, l'autre qui est passeuse d'âme. Elles ne se sont pas parlé depuis plus de 30 ans, mais c'est malheureusement la mort de leur mère qui va les pousser à se retrouver justement et à se réunir autour du défunt. Et cette femme-là, leur mère, apparemment a conservé pas mal de secrets, pas mal de mystères, que ce soit dans sa vie ou dans sa mort, et ces mystères ils vont essayer de les percer à jour, essayer de découvrir finalement ce que cachait leur mère, donc elles vont devoir s'allier. De ce que j'ai compris, on va être avec un narrateur qui va potentiellement nous parler à nous, lecteurs. Ça me fait un peu penser à Nevernight, les notes en bas de page, voilà, je trouve ça assez marrant. Très hâte de le lire, de toute façon il est aussi dans ma pile à lire du Flowers Book Challenge que j'ai mis pour le one shot il me semble, et pour un livre qui me sort de ma zone de confort. Je crois que c'était le dernier, le Muguet. Non, peut-être, je sais plus. En tout cas, normalement, il doit être lu pour le Flowers Books Challenge, donc il ne va pas tarder. Il y a quelques semaines, donc en plein cœur du mois d'avril, j'ai pu me rendre à un salon littéraire qui se déroule à côté de chez moi, et il y avait une autrice que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Il s'agissait des Noces de la Renarde, justement, donc Floriane Soulas. Je l'ai rencontrée à ce salon-là, et elle m'a très bien vendu son autre roman qui est Rouille, publié chez Scrineo. Ici, on semble être sur un truc un petit peu fantastique, ou tout du moins historique, un petit peu dark, parce qu'on est à Paris dans les années 1897 et on va y suivre une prostituée qui s'appelle Violante, qui est une prostituée sans mémoire. En fait, elle a vraiment aucun souvenir de sa vie passée. Elle vit donc et travaille dans une maison close dans les quartiers malfamés de Paris. Alors qu'elle va chercher à obtenir des réponses sur sa véritable identité, sa meilleure amie va un jour disparaître, donc elle va commencer à enquêter, et apparemment, de ce que m'a dit l'autrice, c'est franchement pas sympathique ce qui va s'y passer. On va se retrouver avec pas mal de cadavres au bord de la route, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ma part, je suis très curieuse quand même de découvrir ce roman. Je trouve qu'elle me l'a très bien vendu. On est sur quelque chose vraiment d'assez dur, il me semble, en termes de psychologie des personnages, d'un monde en fait qui est dominé par des hommes assez puissants et où la femme est un petit peu considérée comme une moins que rien, on va dire que ça comme ça. Donc forcément, on va pas être dans une ville et dans un univers ni même une ambiance qui va faciliter la tâche de Violante. Et j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce qu'il en retourne et qui est cette demoiselle, pourquoi elle a perdu la mémoire également, ce que tout cela va engendrer, si elle va retrouver aussi sa meilleure amie. Donc voilà, écoutez, et puis la couverture, faut dire qu'elle est très jolie aussi. Mais je dois avouer que ce n'est pas vraiment pour Floriane Soulas que je suis allée au salon, puisque la marraine de ce salon-là, c'était Aurélie Wellenstein, et vous savez très bien, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, que j'aime énormément l'autrice, que j'aime énormément sa plume en fait et ses histoires. J'ai à chaque fois eu d'excellentes lectures concernant ces dark fantasy, et là je me suis tournée vers un livre que beaucoup ont lu et beaucoup ont apprécié aussi. Donc techniquement tous les romans de l'autrice sont dédicacés dans ma bibliothèque, je suis assez contente, et donc j'ai acheté, comme je le disais, Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein, publié chez Scrineo aussi. Nous sommes dans un univers où chaque grain de sable est un souvenir, et si on marche dans ces grains de sable, et bien on perd nos souvenirs, les grains de sable l'emportent, et on va suivre une population qui s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan, sauf que le désert est en train de gagner de la place, est en train de menacer de rentrer justement et de toucher les habitants. Pour cela, un groupe d'adolescents, de jeunes garçons et de jeunes filles vont prendre la route pour traverser le désert et essayer de trouver une solution, une autre partie habitable on va dire, essayer de pouvoir sauver leur peuple. Sauf qu'on se doute bien que s'ils doivent traverser le désert, eh bien à mon avis ils vont également perdre leurs souvenirs, peut-être même leur mémoire, et peut-être même l'objectif même de leur quête. J'ai entendu que des bons retours là-dessus, je crois qu'il a été quand même pas mal récompensé sur différents prix, et j'ai très hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire d'Aurélie Wellenstein, mais bon, pourquoi pas essayer de me lancer dans cet autre genre-là. Pourquoi pas. On poursuit maintenant avec une nouveauté des éditions Stardust que je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans les sorties littéraires. J'ai vraiment très hâte de me mettre sur ce roman puisqu'il me fait très envie. J'ai vu passer beaucoup de vlogs lecture d'ailleurs à ce sujet et j'espère que je vais apprécier aussi ce roman. Il s'agit de Daughter of Darkness de Elisabeth et Catherine Cord, donc c'est écrit à 4 mains, c'est publié chez Stardust comme je le disais, et franchement la couverture est absolument magnifique. Alors les serpents, moi je suis fan à chaque fois quand je vois des serpents dessinés, hein. En serpent dans la vraie vie, moi je me carapate vite fait, mais disons que sur les couvertures je trouve que ça apporte déjà un côté très mystique, très femme fatale, en tout cas bref, j'aime beaucoup. Et ici on va y suivre une réécriture de la mythologie, on va être avec le personnage de Dana. Alors je sais pas si c'est un personnage qui a réellement été marqué dans la mythologie grecque ou si c'est juste un personnage qui a été inventé pour le roman. En tout cas, Dana est une passeuse d'armes au service du roi des enfers, donc à Hadès. Et un jour, il y a le véritable tyran Orphée qui va proposer à quiconque la liberté si ils acceptent de récupérer Eurydice des enfers. Donc Eurydice est l'épouse de Orphée qui a été mordue par un serpent justement, d'où le fait qu'il y a des serpents. Et elle est morte sur le coup. Et toute la quête de Orphée dans la mythologie de base, c'est de pouvoir récupérer Eurydice des enfers. Donc là, c'est Dana qui va s'en charger, accompagnée d'autres
d'autres camarades parce qu'elle va former des alliances. Je pense qu'elle va former une alliance aussi des plus incongrues, peut-être pas forcément des plus sympathiques, avec des personnages qui veulent peut-être essayer de s'imposer aussi dans la mêlée, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on va avoir une petite romantécie là-dedans, en tout cas. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la mythologie de Drake et j'avoue que ce mythe-là, je le connaissais pas très bien à la base. Donc vraiment, je suis très curieuse de voir ce qu'ils en ont fait et comment ils ont construit tous leurs personnages et leur univers autour de cette histoire. J'ai reçu également un tome 2 de la part de Hachette Roman. Il s'agit de L'Engrange-Temps, donc le tout dernier tome de la duologie de Neil Pfeiffer dans une très belle édition reliée. Encore une fois, on se retrouve avec des dessins à l'intérieur comme ici et un très bel objet livre. Voilà, ça se situe comme ça. Le premier tome était bleu et là on se retrouve avec un très bel orange qui fait penser un petit peu aux couleurs de l'aube, voilà. Et on a Dimitri ici. Donc écoutez, j'ai très hâte de terminer cette duologie de Neil Pfeiffer justement. Une duologie qui nous aborde les thématiques du voyage dans le temps et toutes les conséquences qu'on peut avoir si on modifie le passé, puisque dans le premier tome on va y suivre Sophie qui est une horlogère qui est au service aussi du palais puisqu'elle vient réparer les Oranimas. Elle est capable de parler aux Oranimas parce que les Oranimas ce sont des horloges qui sont pourvues d'une âme et qui ont comme fonction première de surveiller le palais et de rapporter toutes les activités suspectes. Donc Sophie se rend, il me semble, à peu près une fois par mois pour venir faire la maintenance de ces Oranimas et elle va taper dans l'œil, on va dire, de Dimitri qui est le frère du roi. Sauf que Dimitri n'est pas très sympathique à vrai dire et il va lui demander de réparer un engrange-temps, sauf que cet engrange-temps est capable de voyager dans le temps et s'ensuit tout un micmac d'un petit bouleversement. Bref, elle va se retrouver projetée bien des années en arrière quand les deux jeunes jumeaux, donc Dimitri et son frère, ne sont pas encore au pouvoir et il va se passer tout un tas de choses. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui est du young adulte qui tire un petit peu sur de la jeunesse quand même, mais écoutez, j'ai beaucoup accroché avec les personnages, y compris Farandole qui est une montre à gousset, il me semble. En tout cas, c'est un Onoranima qui est une vraie pipelette et je l'adore. J'ai également reçu de la part des éditions Scrinéo leur toute dernière parution. Il s'agit de La Cité oubliée de Hermine Lefebvre dans une très belle édition. Alors c'est pas vraiment du format relié, c'est du format rigide on va dire parce que bon, c'est un petit peu souple la couverture, mais c'est un très bel objet livre. Franchement, je le trouve absolument canon et vous avez ici sur la couverture, donc à l'intérieur plutôt un sublime dessin. Et ce roman me fait penser un petit peu à un Da Vinci Code on va dire, mais pour young adulte. Et on va y suivre un jeune garçon, il s'appelle Laszlo, il marche sur les pas de son père pour trouver l'antique cité oubliée de tous, sauf que son père a disparu un petit peu du jour au lendemain, donc là aussi il va falloir essayer de retrouver cet homme qui a disparu. Cette cité, tout le monde pense qu'elle est engloutie à jamais, qu'il est impossible de la trouver, qu'il même à vrai dire que c'est une légende, que ça n'a jamais existé. Pourtant Laszlo y croit dur comme du fer, comme son père. Il va essayer de retrouver un anneau assez réputé qui pourrait le mener à cette cité, sauf que sur son passage il va être bloqué par une jeune demoiselle et ensemble ils vont devoir déjouer pas mal de choses qui vont se mettre en travers de leur chemin. Ils vont faire alliance par obligation et surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir peut-être les tuer sur leur passage. Voilà, ça me fait vraiment penser à des vibes un peu de Da Vinci Code où il va falloir faire une chasse au trésor, résoudre des énigmes en énigmes pour arriver à trouver une antique civilisation, une cité absolument oubliée de tous, à savoir est-ce que c'est une légende ou pas. Et là j'ai vraiment envie de m'y mettre, franchement ce livre me fait très envie. Et j'arrive enfin au tout dernier livre que j'ai reçu de la part des éditions Brajlon, une de leurs dernières sorties également, mais je crois qu'elle n'est pas très bien notée, bon bref, tant pis. Il s'agit de The City of Stardust de Georgia Summer, donc publié aux éditions Brajlon. Je trouve la couverture absolument magnifique. Et là on va suivre les Everly qui sont maudits depuis des générations entières. Il est dit que le membre le plus prometteur de chaque génération est voué à disparaître et c'est Pénélope, une espèce de divinité qui est chargée de récupérer justement cet enfant prodige. Pour elle, une dette est une dette et il faut dire que les générations futures payent pour les erreurs de leurs ancêtres. Et on va suivre Violette Everly qui, étant donné que sa mère vient tout juste de se volatiliser, la malédiction s'abat sur elle à la place. Donc elle va se faire emporter, mais pas par n'importe qui aussi, puisque dans son périple au cours d'un voyage et de beaucoup de choses, elle va être accompagnée de l'assistant de Pénélope, un jeune homme absolument charmant comme vous vous en doutez, mais particulièrement exécrable aussi comme vous vous en doutez. Bien évidemment, on va être avec une petite romance entre les deux, je le suppose, et on va être sur vraiment une quête de voyage avec des divinités instables,
des érudits avides de pouvoir et des monstres en quête de vengeance. Voilà, c'est un petit peu les mots-clés qui m'ont appelé quand j'ai lu le résumé. Donc même s'il n'a pas des très bonnes notes apparemment, de très bons avis, j'ai quand même hâte de pouvoir le découvrir. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ça a pu vous donner aussi quelques idées de lecture potentiellement, d'achat, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que certains titres dans le lot vous ont tapé dans l'œil. N'hésitez pas aussi pour me soutenir à lâcher un petit pouce, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même souscrire un abonnement à la chaîne comme je vous ai présenté en début de vidéo. Ça permet de me soutenir encore un petit peu. Bien sûr, aucune obligation, mais je remercie grandement toutes les personnes qui le feront. Pour l'emoji de la vidéo, je dirais tout simplement que vous pouvez mettre les piles de livres. Voilà, je trouve que c'est toujours approprié pour un book haul. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!